heureuse de vous retrouver dans votre nouvelle émission Priorité Santé. Aujourd'hui, nous allons parler des accidents de la circulation avec le docteur Blaise Kapinga. Et c'est un problème, c'est un fléau. Moi, je l'appelle un fléau. Depuis l'arrivée de taxi-moto, surtout à Kinshasa, il y a des accidents tout le jour. Ne quittez pas, ne zappez pas, suivez-nous. Dans quelques minutes, on va parler avec le docteur Blaise Kapinga. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes déjà avec les docteurs. Tout de suite, il va se présenter. Avec lui, comme je vous ai annoncé, au début de cette émission, nous allons parler des accidents de circulation, chose très fréquente, surtout avec l'arrivée des chauffeurs de taxi-moto. C'est vraiment un cas qui dérange depuis un certain temps. Et avec lui, comme il est chirurgien, on va essayer un peu de creuser et de savoir comment se comporter pour éviter des accidents de circulation. Et au cas où vous rencontrez ce problème, vous allez vous tourner vers qui? Il va se présenter dans un instant. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Merci de nous recevoir dans votre cabinet. Et aujourd'hui, avec vous, nous allons parler des accidents de circulation. Mais bien avant cela, j'aimerais que vous puissiez vous présenter devant nos téléspectateurs pour qu'ils sachent avec qui ils ont affaire ce soir. Merci beaucoup de l'opportunité que vous me donnez pour parler d'un sujet d'actualité dans notre milieu qui est un grand fléau. Mais tout d'abord, comme vous avez demandé que je puisse me présenter, moi c'est Dr Kapinga Blaise. Je suis médecin spécialiste en chirurgie générale, orientation, orthopédie et traumatologie. Voilà mon orientation comme chirurgien. Merci madame. Alors, les accidents de circulation, on peut faire bien les appeler les accidents de voie publique. Ce qu'on appelait à une époque accidents de trafic routier. Mais on préfère les appeler les accidents de voie publique, constituent un fléau sur le plan mondial et plus particulièrement dans nos pays en voie de développement, dans nos pays qui ont encore des problèmes dans la régulation de la circulation. Nous avons encore beaucoup de problèmes sur ce plan-là. C'est des accidents qui ont créé beaucoup de victimes et qui invalident, qui vont jusqu'à l'invalidité. Le pire, c'est la mort. Parce que ces accidents, ce sont des accidents dont les traumatismes sont des traumatismes de haute vélocité. C'est-à-dire, ce sont des accidents au cours, il y a une grande énergie qui est dégagée sur le corps humain et ça entraîne des grandes lésions, des grandes blessures corporelles. C'est comme ça que c'est quand même un sujet assez important, vu la mortalité. L'important, c'est vu la mortalité. Sans anticiper, vous allez voir que les statistiques mondiales sont assez dramatiques. Et les statistiques aussi de notre pays sont de plus en plus dramatiques avec les cas de décès et de lésions invalidantes des citoyens. Et surtout que ces lésions ou ces accidents impliquent plus les sujets jeunes. C'est plus la jeunesse qui est la plus impliquée. Et avec, dans les sexes ratios, la prédominance, c'est le sexe masculin qui est encore le plus. Donc c'est ça qui nous fait intéresser à ces sujets de grande actualité. Donc, la mortalité élevée et l'invalidité, les sujets jeunes, sexe masculin. Voilà. Comme lésion, je vais être le plus systématique possible. Quand
Quand on appelle accident de voie publique, c'est cet accident qui se fait sur une route, qui peut se faire sur un chemin, qui peut se faire sur un trottoir ou sur un parking. Et au cours d'un accident de voie publique, il y a au moins un blessé. Ça peut être un ou plusieurs blessés selon ceux qui ont été impliqués. Et alors, deuxième notion, c'est la notion de la disproportion. Je vais expliquer cette notion. Vous avez un sujet qui ne pèse que 80 kg, qui est percuté par un véhicule, le IST communément appelé ketch. Le ketch est autour d'une tonne. Regardez une tonne qui percute 80 kg. Il y a une disproportion dans le poids, ce qui fait que 80 kg devant une tonne ne représente rien. C'est comme quand une personne qui pèse 100 kg écrase un cafard. Vous comprenez? C'est cette disproportion. Ou vous voyez un accident qui implique un camion remorque avec l'IST, la disproportion. Les remorques, c'est à peu près 20 tonnes ou plus, ou 50 tonnes, mais ça percute un véhicule d'une tonne. Vous comprenez cette disproportion? C'est cette disproportion qui explique la gravité des lésions qui arrivent. Maintenant, quelles sont ces lésions? Nous avons des lésions qui vont intéresser la tête. Ça peut intéresser la face ou la boîte crânienne qui contient le cerveau. Le cerveau, c'est un tissu noble. C'est le tissu qui commande l'organisme. Quand je vous parle ici, c'est le cerveau qui commande. Quand vous me regardez, c'est le cerveau qui commande. Quand vous me posez des questions, donc toute cette cohérence, tout ce que je fais, tout ce que je fais comme geste, c'est le cerveau. Donc on a des lésions crânio-encéphaliques, les lésions faciales, les lésions de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, ces lésions sont graves. Selon les segments, si ça touche au niveau du cou, généralement, vous avez un patient qui a une paralysie des 4 membres. Tous ces 4 membres sont paralysés. Si c'est au niveau du dos, il peut avoir les membres inférieurs sont paralysés. Et cette paralysie, même avec le traitement, la récupération est aléatoire. C'est-à-dire les chances de récupération sont moindres. Vous avez des lésions qui peuvent toucher le thorax. Vous connaissez ce qu'il y a dans le thorax. Vous avez le cœur, vous avez les poumons, tous ces organes importants, la circulation de l'air, ça se fait au poumon. Vous comprenez quand un accident comme ça qui touche gravement le thorax, la mort n'est pas loin. Parce qu'on peut avoir une plaie du cœur, on peut avoir une plaie de la trachée, on peut avoir une plaie des poumons, donc c'est grave. D'autres lésions, c'est au niveau de l'abdomen. Je suis en train de descendre. Au niveau de l'abdomen, c'est le ventre. Dans le ventre, il y a tous ces organes internes qu'on appelle viscères. Il y a des viscères qui sont fragiles, notamment la rate. Dans ces accidents, la rate est souvent rompue. Les malades font une hémorragie interne cataclysmique, telle que si vous n'opérez pas vite, les malades meurent. Les malades peuvent avoir une plaie au niveau du foie. C'est aussi un organe important mais fragile. Lorsque vous avez un traumatisme important au niveau de l'abdomen, le foie peut se rompre, on a une hémorragie grave et quand on n'intervient pas, c'est la catastrophe. On a ce qu'on a, il y a un tissu qui relie les intestins entre eux, on les appelle les mésentères. Et ce tissu-là contient beaucoup de vaisseaux sanguins. C'est-à-dire, s'il y a une lésion, un traumatisme grave au niveau de l'abdomen, ce tissu peut se rupturer et il y a une grande hémorragie et à tout moment, les malades peuvent mourir. Mais il y a aussi des organes importants qu'on appelle les reins, qui nous aident dans la purification du sang, tels que les déchets sortent par les urines. Ces organes aussi, lors des traumatismes violents qui intéressent le ventre, ça peut se rompre et entraîner des hémorragies graves qui peuvent tuer. Les autres lésions, ce sont les lésions maintenant osseuses. Les lésions osseuses, ça peut intéresser les membres supérieurs, tous les os des membres supérieurs peuvent se fracturer, ça peut intéresser les os du membre inférieur. Mais il y a une zone dangereuse dans les os, c'est les bassins. Les bassins, on l'appelle anneau pelvien. Les fractures du bassin tuent beaucoup. Pourquoi elles tuent beaucoup? Parce que ce sont des fractures qui saignent abondamment. Et que si vous ne prenez pas en charge rapidement ces fractures, en tout cas, le pronostic de votre patient est automatiquement en danger. Vous avez les fractures du fémur. Elles saignent aussi beaucoup. Elles saignent beaucoup. Quand elles arrivent, il faut rapidement... Et voilà. Donc, et puis nous avons les jambes, les pieds. Donc, c'est-à-dire, ce sont ces lésions, généralement, que nous rencontrons dans notre milieu. Mais ces lésions n'ont pas les mêmes pronostics. Une lésion qui touche la tête avec le cerveau peut tuer plus vite qu'une lésion qui touche, par exemple, l'avant-bras. Vous comprenez? Ou s'il y a une association de lésions, le même malade reçoit un traumatisme à la tête et au thorax. C'est grave.
à la tête et à l'abdomen, c'est grave. Les bassins et la tête. Ces associations-là, ce sont des associations graves qui font que les malades est en danger. Et ces gens de malades, on les appelle les polytraumatisés. Voilà. C'est très, très vaste le sujet. Il y a beaucoup de questions qui me viennent comme ça. Je ne sais pas par où commencer. Docteur, vous avez dit, vous avez cité beaucoup de lésions. Mais comme j'ai l'impression que toutes ces lésions sont un peu graves. Mais à quel moment l'hémorragie devient un problème? Et à quel moment devez-vous intervenir pour essayer de sauver le patient? Et à quel moment vous êtes obligé d'amputer soit une jambe, soit le bras pour sauver le patient? Donc il y a beaucoup de questions qui me viennent comme ça et je préfère poser. Voilà un peu. Merci madame. La question est très très bien posée et j'ai toujours cherché l'occasion de dire un mot parce que je souhaite que les gens suivent les choses que je vais dire et soient assez importantes. Alors, l'hémorragie, quand est-ce qu'il y a hémorragie? C'est lorsqu'un vaisseau est ouvert. Les vaisseaux, on a les vaisseaux sanguins. Nous avons aussi les vaisseaux lymphatiques. Les vaisseaux sanguins, ce sont les vaisseaux dans lesquels circule du sang. Parmi ces vaisseaux, il y a les artères qui amènent le sang du cœur vers les organes. Il y a les veines qui ramènent le sang des organes vers le cœur pour la purification. Ça passe au poumon, ça se charge en oxygène, ça se relance encore dans le corps. Alors, une hémorragie a toujours été une urgence. Pourquoi? Normalement, on ne doit pas saigner. Les vaisseaux doivent être fermés. C'est un système fermé. C'est que dès qu'on voit les sangs qui s'extériorisent, c'est une urgence. Les sangs, lors d'un traumatisme, il peut s'accumuler à plusieurs endroits. Toujours de la tête aux pieds. Les sangs peuvent s'accumuler dans la tête, dans la boîte crânienne. Traumatisme, tu percutes la tête par terre, les sangs s'accumulent là-bas. Les sangs peuvent s'accumuler dans le thorax, dans la poitrine. Après un accident, les sangs s'accumulent dans la poitrine. Les sangs peuvent s'accumuler dans le ventre. Mais vous regardez, selon les zones que je cite, les sangs peuvent s'accumuler dans les petits bassins, on appelle ça les pelvis. Mais il y a des zones qui sont grandes, qui font que les sangs peuvent s'accumuler en grande quantité, notamment dans les ventres. Une grande quantité de sang peut s'accumuler là-bas. Et quand est-ce que vous allez constater maintenant qu'il y a un problème? Vous allez voir les chiffres tensionnels baisser, la tension baisse, les malades commencent à entrer en hypotension. Vous allez voir son cœur qui commence à battre un peu plus vite qu'anormalement. Vous allez voir ses extrémités commencent à se refroidir. C'est-à-dire là, nous sommes devant une hémorragie grave qui amène les malades vers un choc hémorragique. C'est-à-dire si vous n'intervenez pas très vite, les malades meurent. Et votre intervention va consister en quoi? Allez arrêter l'hémorragie. Les vaisseaux qui saignent, vous arrêtez l'hémorragie et puis vous réanimez, vous retournez le sang qui est perdu. On arrête l'hémorragie et on retourne le sang qui est perdu. Si vous ne faites pas ça, vous perdez les malades. Quant aux amputations, je vais insister sur ces points-là. Les amputations qui sont liées aux accidents de voies publiques sont aussi fréquentes. Il y a des études qui ont été menées, on a mené certaines études avec des étudiants. On a constaté que le nombre est assez croissant. Mais ces amputations doivent avoir une indication. Décider d'amputer un malade, c'est décider de l'handicaper. Mais quand est-ce qu'on décide d'handicaper un malade? Il faut qu'il y ait effectivement une raison valable. Vous allez voir, quand nous enseignons, nous parlons d'un score international qui nous permet de décider d'amputer un membre ou de le conserver dans un contexte traumatique. C'est vrai que je ne peux pas le dire ici, mais le score est connu, c'est le score de MERS. Mangland Extremity Severity Score. C'est ce score qui nous permet de décider de la conservation ou de la non-conservation d'un membre qui a été traumatisé. Et nous insistons, aucun médecin n'a le droit d'amputer un malade sans ce score-là. Vous regardez, non, ça il faut amputer. Non, non. Vous faites les scores. Parce que si vous amputez sans faire ce score et qu'on porte plainte, nous venons calculer les scores, il est en deçà de 7, on vous dit que vous ne devez pas amputer les membres, alors que vous l'avez amputé, là ça devient la catastrophe. Donc nous insistons, avant d'amputer les malades, de se référer à ces scores qui nous permettent de décider de la conservation ou de la non-conservation des membres. L'autre problème des amputés, c'est que quand on ampute un malade,
La suite, c'est quoi? Il faut réinsérer ces malades dans la société. Il faut l'appareiller. L'appareillage, c'est la mise de prothèses. Sans faire la publicité d'un hôpital quelconque, il n'y a pas longtemps, il y a eu un hôpital de la place qui fournissait des prothèses gratuitement. Ça a été un fait que nous avons encouragé. Nous amputons des malades, nous les délaissons. Non, j'ampute un malade, mais je dois aussi suivre son appareillage. Les réintégrer, on lui met la prothèse, il peut marcher, il peut psychologiquement agir sur sa psychologie. Il est un peu plus calmé psychologiquement quand il a une prothèse que quand il n'a pas de prothèse. On ampute un malade, on l'abandonne, ça c'est pas une bonne chose. J'ai aussi profité d'entrer sur ce plan-là de l'appareillage de nos amputés. Voilà, madame. Oui, merci docteur. On vous emmène un accidenté. Et vous intervenez. Dites-nous quels sont les risques de sauver ou de perdre ces malades-là. Après une chirurgie, bien sûr. Alors, quand on nous amène un traumatisé des voies publiques, quel peut être le risque de les sauver ou de les perdre? Alors, tout dépend de la lésion du départ. Comme nous avons dit, généralement les lésions qui sont mineures, des lésions moins graves, généralement le pronostic est bon, même le traitement est aisé. Vous comprenez? Vous avez par exemple une fracture fermée d'un membre, que ce soit membre supérieur ou inférieur, en tout cas, ce sont des lésions de traitement aisé. Mais il y a des lésions de traitement grave, c'est-à-dire des lésions où vous ne tirez pas attention, les malades peuvent vous perdre. C'est par exemple quand vous avez un hématome qui se forme dans la boîte crânienne. Un traumatisé crânien, il a percuté sa tête contre une bordure où il est mal tombé, etc. Il a une lésion, il a du sang au niveau de la boîte crânienne et qu'il faut ouvrir le crâne pour aller drainer ce sang. Vous comprenez? La tête ici, on l'ouvre, on fait un volet. On fait une craniotomie, c'est-à-dire on ouvre la tête, on vide ce sang, on assure l'hémostase de tout ce qui saignait, on referme la tête. Ça, ce sont des lésions qui, lorsque les gestes ne sont pas efficacement posés, vous perdez les malades. Ou lorsque les gestes ne sont pas posés rapidement, généralement les malades meurent parce que la pression dans la boîte crânienne va augmenter et le cerveau va être comprimé, généralement les malades meurent. Les autres lésions, ce sont les lésions du thorax et de l'abdomen. Des lésions graves où vous avez par exemple une lésion du rein, une fracture du rein avec des lésions du foie dont le délabrement est important, ça peut vous échapper. Vous avez des lésions telles que vous n'arrivez pas à gérer les lésions, ça peut vous échapper. S'il y a aussi un retard dans la prise en charge, un traumatisé grave, pris en charge en retard, on vous l'amène, il a fait un choc, le choc est dépassé. En tout cas, si le choc est dépassé, quelles que soient vos compétences, quels que soient les moyens que vous avez, vous ne pouvez pas sauver ce genre de patients. Donc, dans la guérison des patients, nous avons les lésions du départ. Les lésions simples sont généralement traitées et de bons pronostics. Et les lésions graves doivent être prises en charge à temps, très tôt. Prise en charge ultra précoce. Ça vous permet d'améliorer les pronostics. Et puis, il y a aussi des lésions dépassées. Il y a des lésions dépassées où on ne peut rien. On vous l'amène, vous ne pouvez rien, vous accompagnez les malades, et puis après, lorsque l'existus arrive, vous déclarez les décès, parce qu'il y a toujours des lésions aussi qui sont dépassées, où on ne peut rien. Voilà. Docteur, nous arrivons presque à la fin de notre émission, mais je sais qu'il y a des téléspectateurs médecins et aussi non-médecins qui nous suivent. En cas d'accident, loin d'une grande hôpital, où il y a un chirurgien qui peut intervenir, quels sont les premiers soins à faire pour essayer de sauver cette vie-là avant de faire intervenir un chirurgien si c'est un cas grave? Merci madame, très bonne question. Tel que je vous ai dit, les lésions n'ont pas les mêmes pronostics. Alors, beaucoup d'études ont été menées. Un grand accident se déroule par exemple à Popo-Kabaka. Il n'y a pas toutes les compétences techniques
humaine et matérielle. Ce qui est dans un premier temps, c'est d'abord maintenir les patients en vie et faire en sorte que les patients arrivent dans un milieu spécialisé où on peut maintenant tout faire et lui donner les soins définitifs. Il y a une notion de plus en plus, on appelle ça les damage control surgery, c'est-à-dire la pierre angulaire de prise en charge des blessés graves. C'est au fond une technique ou une tactique de l'armée américaine qui a été copiée dans l'armée américaine. C'est-à-dire, vous avez les avaries américaines, ils sont à la guerre, on bombarde les bateaux et se battent pour que ces bateaux-là, qui ont une brèche, etc., qu'ils arrivent au bon port pour qu'on fasse les réparations définitives. C'est effectivement ce que nous faisons aussi. On m'appelle, vous êtes à 100 km de Kinshasa ou à un endroit où il y a un grand accident, mais vous ne pouvez pas gérer ce genre de patients. Mais dans un premier temps, vous devez poser les premiers gestes. Ça signifie, par exemple, si un patient saignait, vous arrêtez l'hémorragie. C'est important. Pour que, dans les trajets, il ne se vide pas de son sang. Parce que sans sang, la vie n'est plus possible. Si les voies aériennes étaient obstruées, bouchées, parce que pour vivre, il faut que l'air passe. Si les voies par lesquelles l'air, l'oxygène doit passer sont bouchées, le malade ne va pas vivre. Il va être asphyxié. Le cerveau ne reçoit pas l'oxygène, le cerveau ne va pas tenir, c'est la mort. Qu'est-ce qu'on fait? On désobstrue. On réouvre tout ce qui était obstrué pour permettre à ces patients d'arriver. Autre chose, c'est le ramassage. C'est ça une grande faiblesse. Comment ramasser un blessé sur la route? Ça, c'est un problème grave. On peut déjà vous tuer par des mauvais gestes lors du ramassage. Malheureusement, c'est ce qui se fait dans notre milieu. Quand il y a un accidenté, qu'il soit grave ou moins grave, on vous prend, on vous met sur une moto, à n'importe quelle position, on vous amène, et puis à la fin, quand vous arrivez à l'hôpital, vous êtes mort. Qu'est-ce qui vous a tué? C'est le mauvais ramassage et le mauvais transport, le mauvais moyen de transport. En principe, quand un patient est traumatisé comme ça, des voies publiques arrivent, première chose, il faut d'abord immobiliser son cou. Il ne faut pas bouger beaucoup son cou. Deuxième chose, on les transporte à monobloc. Troisième chose, on doit les transporter dans un moyen de transport où il est couché. Il est couché et on vérifie si les voies aériennes sont libérées pour qu'il respire. S'il y a des endroits où ça saigne, mettez un garrot et sur les garrots, mettez l'heure à laquelle vous avez placé les garrots. Parce que les garrots, c'est un couteau à double tranchant. Certes, vous avez aidé ces malades à ne pas saigner, mais si ces garrots traînent, ils deviennent dangereux pour les membres. Vous pouvez arriver, on décide d'amputer ses membres. Ça, c'est assez important. Donc, les ramassages, je crois que si les conditions le permettent, nous devons un jour parler sur les ramassages des blessés sur nos routes. Ça, c'est un sujet assez important. Les mauvais ramassages et les mauvais transports des malades vers les lieux où ils doivent être traités constituent un facteur qui aggrave, qui tue beaucoup de malades dans notre milieu. Je crois que nous avons déjà initié une étude. Malade qui a fait un accident, un sujet qui a fait un accident, moyen de transport, 9 fois ou 8 fois sur 10, ils sont amenés dans les hôpitaux sur les motos à 2 roues. Motos à 2 roues. Parce que nous avons aussi les tricycles qui sont des motos à 3 roues. Les motos à 2 roues. Dans quelle position? Or, un patient traumatisé crânien, par exemple, qui a eu un traumatisme à la tête, tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est bouger son cou. Il faut déjà rapidement bouger son cou, les transporter à monobloc. Ailleurs, nous voyons pour les blessés graves, ce sont les hélicoptères qui les prennent du lieu d'accident, ils les amènent directement dans les hôpitaux. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. Déjà, les ambulances posent problème. Donc, en tout cas, c'est aussi notre plaidoyer dans les ramassages des blessés. Les accidents peuvent intéresser tout le monde. Et nous tous, si nous sommes mal transportés, nous pouvons mourir comme tout le monde. Voilà ce que j'allais vous dire, madame. Merci, docteur. Nous sommes à la fin de cette émission, mais avant de nous séparer, un mot à ceux qui nous suivent. Je ne sais pas s'il est chauffeur, s'il est chauffeur de taxi, moto, ou un patient peut-être, ou un sujet quelconque. Tous ceux qui nous suivent, un conseil à chacun pour essayer un peu d'éviter cette situation. Madame, comme mot de la fin, comme je venais de vous dire, les statistiques
sont dramatiques sur les accidents de voies publiques. La mortalité est très élevée parce que déjà ce sont des patients dont la prise en charge est très onéreuse. La prise en charge coûte cher. Coûte cher depuis le ramassage jusqu'à la fin. C'est une prise en charge coûteuse. Donc, d'abord, nous commençons à ceux qui conduisent les engins. Motards, chauffeurs, etc. C'est de la maîtrise des codes de la route. La discipline routière doit être respectée. La tolérance quand on est au volant ou sur la moto. Je le regrette de dire, nous constatons que sur les routes, beaucoup de motards ne sont pas tolérants. Ils ne peuvent pas attendre une seconde, donner à l'autre la chance de passer une seule seconde. Ils pensent qu'ils ont perdu. Donc, c'est d'abord cette discipline routière qui doit être la règle d'or pour éviter les accidents. Les piétons, nous avons déjà constaté dans certains piétons, c'est la têtutesse sur la route. Les piétons n'ont plus peur des engins. Or, l'engin peut mettre fin à votre vie. Une moto peut tuer, un véhicule peut tuer, etc. Donc, déjà, quand on sait que ces engins peuvent me tuer, on doit éviter la têtutesse, l'opiniâtreté sur la route, ce qui n'est pas normal. Quand il faut traverser au lieu destiné pour traverser une chaussée. On ne traverse pas partout où on veut traverser. Certains parents qui laissent les petits-enfants, vous laissez vos petits-enfants quitter de la maison, vous sachez ces enfants pour arriver à l'école, ils doivent traverser des grandes chaussées, vous laissez les enfants aller seuls. Ça, c'est une inattention que nous avons constatée parce que sur la route, nous voyons de tout petits-enfants seuls. On se demande, mais où sont les parents qui devaient accompagner ces petits-enfants? Et avec tout ce qu'il y a comme intolérance, parfois ivresse au volant, ivresse sur la moto, têtutesse, on tue beaucoup de cette façon-là. Et les autorités, ceux qui doivent gérer toutes ces choses, il faudra qu'on mette la signalisation, les traçages sur les routes, parce que c'est vrai qu'il y a un effort qui s'est fait, mais il y a quand même des routes qui sont aussi très fréquentées, qui n'ont pas ces traçages. La police routière doit aussi jouer de plus en plus son rôle. On ne dit pas qu'ils jouent, ils jouent leur rôle, mais ils doivent aussi intensifier ces rôles pédagogiques et suivre tout ce qui se fait sur nos routes. Il y a des moments où on sent qu'il y a une distraction d'un côté et il y a beaucoup de désordres qui se font sur ce plan-là. Et puis pour nous les soignants, c'est savoir quelles lésions je suis en mesure de prendre en charge. Vous n'allez pas tout prendre en charge. Moi, je suis chirurgien d'orientation, orthopédie et traumatologie. Je suis plus aisé de prendre en charge une fracture que d'ouvrir un crâne. Donc, chacun joue son rôle. Vous comprenez, ces blessés de voie publique peuvent être des blessés qui nécessitent des soins pluridisciplinaires, qui nécessitent que plusieurs spécialistes se mettent ensemble pour prendre en charge. Et il faut en tenir compte parce que ce sont des blessés graves. Donc, nous ayons aussi des limites. Ne pas décider facilement des amputations. Si l'amputation est indiquée, voir les scores de MES et suivre, réinsérer ces patients dans la vie par un appareillage, pose des prothèses. Voilà les quelques mots de la fin que j'allais vous présenter, madame. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Merci au docteur Blaise Kapinga de nous avoir reçus et pour le sujet que vous avez très, très, très bien partagé. Chacun, en tout cas, s'est retrouvé. J'espère qu'ils ont compris la leçon et ils vont éviter cela. Merci à Nana Kalambay qui était derrière la caméra et qui a réalisé cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Antenne A Télévision. Au revoir.